Il y a quelques jours, je suis tombé sur un forum où les gens partagent les moments les plus sombres de leur vie. C'est l'histoire d'un gars ordinaire qui voulait simplement faire passer sa carrière de spécialiste IT au niveau supérieur. Il pensait pouvoir gagner plus et enfin atteindre le niveau de vie dont il avait toujours rêvé. Mais sa décision l'a plongé dans le monde sombre de la cybercriminalité, où un faux pas mène à un piège dont il semble impossible de sortir. Aujourd'hui, je veux vous raconter cette histoire. Une histoire qui a commencé comme un simple désir de trouver un meilleur emploi, mais qui s'est transformée en une véritable lutte pour la survie. Ce sera un avertissement pour quiconque a pensé, ne serait-ce qu'un instant, à choisir l'argent facile au détriment de sa liberté, prêt à plonger dans les profondeurs cachées du monde cybernétique. Alors, commençons. Lorsque j'ai décidé de devenir freelance et de travailler à distance, je ne savais pas du tout où cela me mènerait. Mon histoire a commencé comme beaucoup d'autres, à la recherche de nouvelles opportunités lorsque les anciens plans ne fonctionnent plus et que l'on se retrouve à la croisée des chemins. À l'époque, je travaillais dans la programmation depuis plusieurs années, mais ma carrière stagnait, sans progrès notable. Il y avait beaucoup de travail, mais il était mal payé, et les projets que je menais étaient monotones et ne me permettaient pas d'évoluer professionnellement. Je vivais dans la banlieue de Chicago, je rêvais de réussite, mais la réalité était beaucoup plus prosaïque. Beaucoup de dettes d'études, des factures de loyer, un stress constant pour joindre les deux bouts chaque mois. Chaque jour, je passais des heures à me rendre au travail, et le soir, assise dans mon petit appartement, j'avais l'impression que mon potentiel disparaissait dans la routine. Je voulais plus, une stabilité financière et la possibilité de me développer. J'ai compris que cette situation ne pouvait pas durer éternellement et que je devais changer quelque chose. Un soir, en parcourant des forums, je suis tombé sur un sujet intéressant, le travail à distance sur les marchés parallèles. J'ai d'abord hésité, puis je me suis rendu compte que c'était plusieurs fois mieux payé. L'idée de pouvoir travailler de chez moi, tout en gagnant beaucoup plus, m'a semblé séduisante. Il ne me restait plus qu'à trouver les bons clients. Je n'étais pas naïve, je savais que la plupart des tâches n'étaient pas tout à fait légales, mais je pensais que je pouvais me contenter de faire les tâches techniques sans m'occuper de leur application. Je pensais pouvoir ainsi me dégager de toute responsabilité quant à l'utilisation qui serait faite de mes développements. J'ai alors franchi le pas et me suis inscrit sur l'un des forums où l'on disait que je pouvais trouver des clients prêts à payer cher pour des compétences en programmation. Au début, je n'étais pas très sûr de moi, mais je me suis vite rendu compte que la demande de services de programmation dans ce domaine était énorme. Jamais j'ai commencé à proposer mes services de programmation et j'ai rapidement reçu mes premières commandes. Les premières tâches que j'ai reçues étaient assez simples. Automatisation de certaines tâches, développement de petits scripts pour la collecte de données. Comme elles étaient bien rémunérées, je n'ai pas posé trop de questions. L'argent a commencé à rentrer et j'étais soulagé de pouvoir enfin couvrir mes dépenses et peut-être même épargner un peu pour l'avenir. Cela me semblait être l'option parfaite. Je travaillais pour moi-même, libéré de la routine du bureau, et je gagnais bien ma vie en même temps. Mais tout a changé lorsqu'un jour, un client surnommé Blackhound m'a écrit pour me demander de développer un robot de collecte de contacts. Il avait besoin d'un outil capable de scanner les réseaux sociaux et d'en extraire les profils et les contacts. Les conditions semblaient sérieuses, et le montant proposé était impressionnant. J'ai décidé de tenter ma chance, car cet argent pouvait marquer le début d'une nouvelle étape dans ma vie. Lorsque j'ai fini de travailler sur le bot, Blackhound a transféré le paiement vers un portefeuille anonyme. Tout était étonnamment simple, et je m'habituais déjà à ce nouveau domaine. Je pensais que je ne faisais que fournir un service. Combien de programmeurs travaillent avec des données, mais à chaque fois, les exigences des clients devenaient plus complexes et discutables du point de vue de la légalité. Quelques mois plus tard, le même Blackhound m'a recontacté. Cette fois, il avait une autre mission, développer un scanner de vulnérabilité. Il s'agissait d'un tout autre niveau. Il s'agissait de créer un outil permettant de pirater les bases de données de petites entreprises qui stockaient des informations sur leurs clients sur des systèmes non sécurisés. J'ai compris qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse, mais lorsqu'on m'a proposé un montant de $50 000,
qu'il était difficile de refuser, je me suis à nouveau convaincu que ce n'était qu'un outil et qu'il n'était pas de ma responsabilité de l'utiliser. J'ai donc commencé à travailler dessus. Un mois plus tard, j'ai remis le scanner terminé et j'ai été payé. La pensée de ce que j'avais développé m'a tourmenté pendant plusieurs jours, mais j'ai décidé de ne pas m'y attarder et de continuer à travailler. Au cours des mois suivants, j'ai continué à travailler sur diverses tâches, pour d'autres clients. Il s'agissait de simples projets d'automatisation ou de collecte de données qui semblaient assez sûrs. L'argent rentrait régulièrement et je me sentais déjà plus confiant dans ce nouveau domaine. Mais un matin, ma patronne m'a appelé. Elle m'a raconté que ces données avaient fait l'objet d'une fuite. Elle voulait que je l'aide et que je lui dise ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Au début, je n'étais pas sûr à 100% que cela avait un rapport avec mon travail, mais certains détails correspondaient à ce sur quoi je travaillais. J'ai eu des sueurs froides lorsque j'ai réalisé qu'il s'agissait peut-être des résultats de mon travail. C'était déjà très grave. J'ai commencé à réaliser que je m'engageais dans quelque chose qui pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Mais à ce moment-là, j'ai fait la plus grosse erreur. J'ai accepté. Le premier argent que j'ai gagné m'a donné un sentiment de confiance qui s'est rapidement transformé en addiction. J'avais besoin d'argent et je me suis convaincu que si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Cependant, quelques semaines plus tard, Blackhound m'a de nouveau contacté et m'a demandé de développer un script capable de contourner les systèmes de paiement. Cette tâche étant beaucoup plus compliquée, j'ai tenté de refuser en expliquant que le script ne pourrait contourner les systèmes de paiement que sur certaines places de marché peu sécurisées et non tous les systèmes en général. Cependant, Blackhound m'a offert plus d'un demi-million de dollars pour ce script. Dites-moi, qui aurait refusé ? Après avoir terminé mon travail sur un script permettant de contourner les systèmes de paiement, j'ai de nouveau reçu une somme d'argent qui me semblait à l'époque irréaliste. Le script était un logiciel sophistiqué qui permettait aux attaquants de contourner la sécurité des systèmes de paiement, y compris les contrôles de sécurité des transactions sur certains sites web. Sa fonction principale était d'analyser les vulnérabilités et d'exploiter les failles dans le code du logiciel pour effectuer des transactions frauduleuses. Tout semblait fonctionner normalement et personne n'y prêtait attention. Mais quelques semaines plus tard, la situation a changé. J'ai commencé à recevoir des messages d'autres clients me proposant des tâches de plus en plus dangereuses. Il n'était plus possible de refuser. Je me suis rendu compte que mes services n'étaient pas seulement demandés par des pirates individuels, mais par des groupes entiers de cybercriminels organisés. Un soir, j'ai reçu un message de Blackhound différent de tous les précédents. Cette fois, il ne demandait même pas une tâche. Le message était clair et inquiétant. Vous nous appartenez maintenant et ne vous avisez pas de refuser. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue. Ils en savaient plus sur moi que je ne le pensais. Mon vrai nom, mon lieu de résidence, et même les contacts de mes amis et de ma famille. J'étais pris au piège. J'ai essayé de les convaincre que je voulais faire une pause, mais ils n'ont fait que me menacer de dire à ma famille proche ce que j'avais fait. Et pire encore, ils ont fait allusion à la police. J'ai compris que je n'avais pas le choix. Désormais, je travaillais pour eux sans poser de questions, accomplissant des tâches que je n'aurais jamais envisagées auparavant. J'ai développé des outils pour pirater des comptes bancaires, j'ai aidé à contourner les systèmes de sécurité de grandes plateformes et j'ai toujours été payé en crypto-monnaie, mais j'avais de plus en plus l'impression de m'enfoncer dans un marécage dont il n'y avait pas d'issue. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Je me suis retrouvé au cœur d'un monde de l'ombre auquel il était difficile d'échapper. Chaque jour, je vivais dans la crainte d'être démasqué, ou pire, que ces gens ne me laissent aucune chance de m'en sortir. Ma liberté n'était qu'une illusion et je réfléchissais sans cesse à la manière de m'en sortir. Mais il semblait que chaque pas que je faisais ne faisait que m'enfoncer un peu plus dans un piège dont il n'y avait pas d'issue. Au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que la seule chance que j'avais d'échapper à ce cauchemar était de trouver un moyen de ne plus leur être utile. J'ai commencé à remarquer que plus j'avais d'informations, plus ils me contrôlaient. J'ai décidé d'avancer prudemment et d'essayer de trouver des alliés qui pourraient m'aider à me sortir de cette situation. J'ai commencé à chercher des informations sur des personnes qui avaient déjà vécu des situations similaires et qui avaient réussi à quitter le monde criminel. Il était difficile de trouver de telles personnes, mais quelques mois plus tard,
je suis tombé sur un ancien pirate informatique qui s'était trouvé dans une situation similaire. Il m'a raconté son histoire et m'a donné quelques conseils sur la manière de procéder. Il m'a expliqué que la seule chance que j'avais de me sauver était de trouver un moyen de faire en sorte qu'ils ne s'intéressent plus à moi. Au lieu d'essayer de fuir, je devais me rendre non rentable et non nécessaire pour eux. Cette approche a peut-être pris du temps, mais c'était la seule chance que j'avais d'être sauvé. J'ai commencé à réduire délibérément l'efficacité de mon travail en ajoutant à mes solutions logicielles des erreurs difficiles à remarquer, mais qui avaient un impact significatif sur les résultats. J'ai conçu le code de manière à ce qu'il y ait des pannes aléatoires, soit qui pouvaient ressembler à des défauts techniques plutôt qu'à des actions délibérées. Donc, j'ai également essayé de passer plus de temps sur des tâches, ce qui a affecté la productivité et réduit ma valeur en tant qu'exécutant. J'ai également commencé à utiliser mon temps pour créer des preuves montrant que j'avais été contraint de travailler pour ces groupes sous la menace. Des captures d'écran de messages, des copies de correspondances indiquant des actes d'intimidation et d'extorsion. J'ai également ajusté mes actions pour faire en sorte que mes processus de travail semblent avoir été réalisés sous la contrainte, en laissant des traces évidentes d'interférence de la part des clients. Tout cela a demandé beaucoup d'efforts et de précautions, mais j'ai compris que toute chance de liberté en valait la peine. Plusieurs mois se sont écoulés avant que je ne commence à remarquer les changements. Ils ont commencé à me demander de nouvelles tâches, moins souvent, et je suis devenu moins fiable. C'était le signe que mon plan commençait à fonctionner. Mais en même temps, cela m'a donné des sentiments mitigés. J'étais soulagé, mais en même temps, je me sentais responsable de mes actes et de mon implication dans le monde criminel. Chaque jour, je me disais que j'aurais pu choisir une autre voie, ne pas m'engager dans ces aventures dangereuses. J'étais constamment tourmenté par la pensée du mal que mes actions auraient pu causer aux gens, et j'ai réalisé que j'étais impliqué dans quelque chose de bien plus grave que ce que j'aurais pu imaginer. Ce sentiment de responsabilité m'a poussé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour réduire les dégâts que j'avais déjà causés et trouver progressivement une issue. Je n'étais pas non plus prêt à aller en prison, mais je sentais que je ne pouvais pas permettre à ce groupe criminel de continuer. J'ai donc commencé à rassembler des preuves, en procédant de manière prudente et réfléchie, afin que les preuves montrent que j'ai été contraint d'agir sous la pression. J'ai collecté des captures d'écran de messages, des copies de correspondances faisant état d'intimidation et d'extorsion, et j'ai tout fait pour donner l'impression d'avoir été contraint. Mon objectif était d'aller voir la police et de dénoncer cette organisation criminelle, mais de le faire d'une manière qui ne fasse pas de moi la victime de mes propres erreurs. Je me suis rendu compte que sans le soutien des forces de l'ordre, mes chances d'être en sécurité étaient minimes. J'ai donc décidé d'aller voir la police et de négocier une coopération. Je leur ai expliqué que j'étais prêt à fournir toutes les preuves que j'avais rassemblées pendant de nombreux mois et à dénoncer l'organisation. Mais j'ai aussi clairement exprimé mon inquiétude pour ma vie et la sécurité de ma famille, et j'ai donc insisté pour bénéficier de la protection de la police. Ma coopération avec la police n'était qu'un début. Après les premières réunions, il est apparu clairement que l'affaire était beaucoup plus grave que je ne le pensais. Dès que j'ai remis les preuves que j'avais recueillies à la police, celle-ci a commencé à coordonner l'enquête à un niveau plus élevé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique m'informant que le Federal Bureau of Investigation, la division de la cybercriminalité, était impliqué dans l'affaire. Le premier contact avec les agents du FBI ne s'est pas déroulé exactement comme je l'avais prévu. 2 hommes sérieux, en costume strict, sont venus à la réunion au bureau de la police et se sont présentés comme les agents Johnson et Carter. Sous leur regard, j'ai senti que la conversation serait loin d'être amicale. Ils ont commencé par une question directe. Leurs doutes étaient compréhensibles. Les agents avaient besoin d'une preuve concrète de mon honnêteté afin de pouvoir me garantir une protection. Après quelques minutes d'interrogatoire, ils m'ont forcé à raconter tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là. Des premières tâches qui semblaient sûres aux violations de plus en plus graves, en passant par le script permettant de contourner les systèmes de paiement. Ils m'ont posé des questions claires et précises, s'assurant que je pouvais fournir des détails importants sur le groupe avec lequel je travaillais, y compris tous les contacts connus, les noms, les surnoms et les plateformes. Lorsque j'ai eu terminé,
L'agent Johnson a fini par dire « C'est beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Nous avons la preuve que vos activités font partie d'un réseau mondial de cybercriminels et si vous nous aidez, nous pourrons retrouver les organisateurs. Mais nous aurons besoin de votre entière coopération et cela pourrait prendre beaucoup de temps. Au lieu de vous défendre, nous vous proposons un marché. Nous vous garantissons une peine avec sursis et une aide pour protéger votre famille. Mais pour cela, vous devez nous fournir des informations complètes sur toutes les étapes de l'organisation et même continuer à avoir des contacts avec elle sous notre contrôle. » J'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue facile. Ils m'ont proposé d'accepter de faire partie d'une opération d'infiltration. Un agent qui continuerait en fait à travailler pour l'organisation, mais désormais sous la supervision d'agents du FBI. Il était difficile de ne pas accepter. Ils m'ont clairement fait comprendre que soit je coopérais, soit l'affaire serait portée devant les tribunaux, où ils présenteraient toutes les preuves susceptibles d'attester mon implication dans la cybercriminalité. Quelques jours après cette conversation, j'ai décidé de demander à Blackhound de me fournir plus de travail, pour des sommes importantes. Je me suis rendu compte que plus je m'impliquais, plus le FBI avait de chances d'obtenir de nouvelles preuves. Je lui ai écrit que j'étais prêt à accepter des missions risquées pour gagner des sommes importantes, et j'ai essayé de faire croire que mes ambitions avaient grandi, et avec elles mon désir de gagner plus. Blackhound n'a pas tout de suite accepté, mais après quelques jours de négociations, il a commencé à m'envoyer des missions qui impliquaient encore plus de travail, et par conséquent, plus de risques. Les semaines suivantes ont été un véritable test pour moi. Sous la houlette des agents, je suis resté en contact avec mes interlocuteurs, j'ai reçu de nouvelles missions, et je les ai menées à bien, sans que les criminels ne se doutent que je travaillais désormais avec le FBI. À chaque étape, avant de remettre un nouveau code ou un nouvel outil, j'en informais les agents, qui vérifiaient chaque ligne de code et inséraient des pièges pour les cybercriminels. Le FBI installait également un code de suivi qui lui permettait d'identifier chaque utilisateur ayant téléchargé mon logiciel. Les fédéraux surveillaient tout ce que je faisais. Je recevais chaque nouveau message de Blackhound par l'intermédiaire d'un programme spécial que les agents avaient installé à des fins de suivi. Nous avons étudié toutes ces instructions et développé des tactiques pour assurer la poursuite de la pénétration du réseau. Avec l'aide du FBI, j'ai également fourni à Blackhound plusieurs programmes défectueux comportant des vulnérabilités intégrées afin qu'il puisse ultérieurement traquer les criminels grâce à ces failles. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que Blackhound commence à se douter que quelque chose ne tournait pas rond. Un soir, j'ai reçu un message de sa part. « Tu ne m'as pas l'air d'être le même qu'avant. Travailles-tu pour quelqu'un ?» Sorry, ce fut le moment le plus effrayant de toute ma carrière au FBI. L'agent Johnson l'a vu et m'a rapidement demandé de répondre calmement et d'assurer à Blackhound que tout se passait comme d'habitude. J'ai envoyé un message préparé à l'avance et, heureusement, il a fonctionné. Cependant, après cela, ils ont mis en place des contrôles plus stricts sur mes activités. Les mois suivants ont été un cauchemar. Le FBI espérait toujours que nous parviendrions à atteindre les autres membres du groupe et que nous serions finalement en mesure d'identifier où se trouvaient les serveurs de cette organisation cybercriminelle. Au fil du temps, nous avons appris qu'il s'agissait d'un réseau international, ce qui a compliqué toute l'opération. De nombreux contacts ont été établis par l'intermédiaire de serveurs cryptés et de réseaux proxy traversant plusieurs pays, ce qui a ajouté de nouveaux défis pour les agents. Après près d'1 an de travail sous couverture, de nombreuses négociations et de collecte de preuves, le FBI était enfin prêt pour l'opération finale. Il avait recueilli suffisamment d'informations pour arrêter plusieurs personnes clés aux États-Unis et les utiliser pour retrouver les participants internationaux au réseau. Selon les agents, mon implication dans l'affaire était extrêmement précieuse et ils m'ont promis de me donner la possibilité de changer d'identité et de me protéger, moi et ma famille. Le Federal Bureau of Investigation a mené une opération de grande envergure, arrêtant des dizaines de cybercriminels qui travaillaient pour l'organisation à l'origine de toutes ces fraudes. J'ai eu l'occasion de commencer une nouvelle vie dans une autre ville. Une fois l'opération terminée, les agents m'ont aidé à déménager et à me créer une nouvelle identité, mais le sentiment de peur constante m'a habité pendant longtemps. Finalement, ma vie a commencé à revenir progressivement à la normale. J'ai déménagé dans une autre ville, j'ai changé tous mes contacts et j'ai commencé une nouvelle vie avec l'aide du FBI.
Aujourd'hui, avec le recul, je réalise à quel point chacune de mes décisions était risquée, mais je me rends également compte que le désespoir et le désir d'argent facile peuvent vous entraîner dans des situations qui peuvent détruire votre vie. Et même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue, il y a toujours une chance, aussi infime soit-elle, de changer de voie. Amis, notre histoire d'aujourd'hui touche à sa fin, mais nous ne nous disons pas encore au revoir. J'ai préparé pour vous 2 autres histoires qui pourraient vous choquer. La première est également celle d'un informaticien qui a perdu espoir et a tenté d'utiliser ses compétences professionnelles dans un domaine quelque peu différent. La seconde raconte l'histoire d'une personne qui a créé un véritable empire de fausses monnaies qui s'est répandu dans toute l'Amérique. Choisissez ce que vous voulez regarder ensuite et plongez dans le monde des nouvelles découvertes. Quant à moi, je vais préparer le prochain épisode pour vous. À bientôt.